Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass Up Together. Est-ce que vous nous entendez bien? Salut Céline, merci d'avoir répondu. Des petits pouces. Ok, Angel, bonjour tout le monde. On est très heureux de vous retrouver. Salut Alexandre, bonjour Cyril. Oh là là, ouh là là, tout le monde est là, tout le monde arrive. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle masterclass Up Together. Je suis Grégoire Even, je suis le cofondateur d'Up Together. On est avec Ludovic Giraudon aujourd'hui. Bonjour Ludovic. Salut Grégoire, bonjour à toutes et à tous. Sur une masterclass où on va parler des feedbacks et de la communication non violente. Il y a près de 200 inscrits pour cette masterclass, donc gros sujet. On est ravis voilà, de tous vous voir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Up Together, parce qu'il y a plein de petits nouveaux et de décideurs RH qui viennent aussi voir nos masterclass. Nous, pour rappel, notre mission, c'est d'améliorer la collaboration au sein des organisations et on le fait en animant des communautés internes de managers qui font ce qu'on appelle du coaching collaboratif, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent tous les mois à se coacher les uns les autres sur leurs problématiques. La finalité étant que ça devienne des super leaders d'équipe et que entre eux et entre les services, ça communique mieux. Voilà. Donc comme des sportifs de haut niveau en sport collectif, ils vont s'entraîner tous les mois avec des coachs up together à se coacher les uns les autres. Et pour en revenir au sujet du jour, dans ces compétences visées, qu'on travaille avec eux dans nos programmes, il y a ce fameux feedback. Comment le faire, comment le recevoir, comment le donner et faire en sorte que dans son équipe aussi il y ait des feedbacks. Et c'est autour de ce sujet qui est très important qu'on va partager. Alors, pour vous donner le degré de maturité du sujet, j'ai fait une petite requête Google où j'ai tapé feedback management et il y a 1,9 milliard de pages qui sortent sur ce sujet. Donc voilà, c'est un gros sujet pour les managers et dans les organisations, particulièrement en ce moment dans ces temps de transformation permanente, j'ai envie de dire, où les humains sont et la collaboration sont au cœur de tout ça. Donc, pour vous parler de ce sujet et de toutes ces techniques, on a donc demandé à Ludovic de préparer une masterclass sur les feedbacks et pas sur n'importe quel feedback. C'est comment faire des feedbacks avec la communication non violente, technique que nos managers pratiquent dans les ateliers tout au cours de leur parcours. Et pour ceux qui ne connaissent pas Ludovic, il est spécialisé sur les sujets de management. Et Ludovic, il est connu au-delà d'être mentor pour Up Together, c'est surtout l'auteur de Dream Team, qui est un ouvrage sur le management qui a connu un très gros succès depuis son lancement l'année dernière, avec plus de 25 000 exemplaires vendus, ce qui est énorme pour ce type de tirage et d'ouvrage. Et parce que Ludovic, il est à la rencontre de plus de 400 managers et décideurs RH, justement, pour recueillir et partager les meilleures pratiques autour du management. Voilà, donc avant de te présenter Ludovic et de commencer ta masterclass, je vous rappelle que Circle Together sont Après. interactives, c'est clé. Je vous demande vous avez un chat, donc vous n'hésitez pas à poser vos questions. Et il y a aussi un onglet questions, donc n'hésitez pas à les mettre dedans, comme ça vous pourrez voter dedans. Et je me ferai le relais pour que Ludovic, tu ne perdes pas le fil de tes slides, je me ferai le relais de tout ça. Voilà, et ben Ludovic, très belle masterclass, je te laisse te présenter et bon échange à vous tous. Un grand merci Grégoire pour cette introduction et pour l'invitation. Merci à toutes les équipes d'Up Together. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour parler effectivement de ce sujet clé qui est le feedback. Donc 1,9 milliard de pages sur le sujet, c'est effectivement colossal. Pourquoi? Parce que, en effet, c'est un sujet qui nous touche tous, managers, collaborateurs. C'est un sujet qui est difficile aussi, qui est difficile à appréhender. Et c'est vrai que souvent, du coup, c'est un mot parfois qui peut faire un peu trembler parce que c'est vrai qu'un feedback, ça peut être mal vécu si c'est mal fait. Ça peut être compliqué à vivre. Et souvent, d'ailleurs, c'est cantonné, on en reparlera lors de la masterclass, c'est cantonné à la relation manager-collaborateur, ce qui est assez dommage parce que c'est une notion, on en reparlera, qui doit être beaucoup plus universelle que ça au sein de nos organisations et d'ailleurs qui peut se pratiquer à la fois dans la vie pro comme dans la vie perso. Effectivement, quelques mots juste pour compléter ma présentation. C'est vrai que moi, je suis vraiment passionné par ces sujets de management. Je forme des managers, j'interviens sous forme de conférences dans les entreprises sur ces sujets de relations manager-collaborateurs. J'ai écrit effectivement ce livre Dream Team.
Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous le souhaitez, à m'ajouter sur LinkedIn, qui est un réseau social sur lequel je suis assez actif et sur lequel je partage pas mal de contenu. Donc, si vous souhaitez partager, continuer à partager sur ces sujets à la suite de la masterclass, ce sera évidemment avec plaisir. Alors, je vous ai préparé quelques slides, effectivement, un support qui vous aidera, je l'espère, à suivre encore mieux cette masterclass. Et voilà, tout ce qu'on va aborder ce matin, effectivement, comme le disait Grégoire, l'objectif, c'est vraiment de nourrir votre réflexion, de vous apporter un éclairage, des méthodes, des définitions sur ce concept qui peut paraître, c'est un mot derrière lequel on peut mettre beaucoup de choses et qui pourtant a une définition assez précise. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous partager du coup le fichier et peut-être en parallèle, Grégoire, moi j'avais effectivement un premier sondage que Un je petit sondage, ouais, un petit exactement. sondage, ouais. Donc, dans l'onglet, vous avez chat, questions et sondages. Pour que vous puissiez voir le résultat, il faut y répondre. Donc, pour vous, un feedback, ça peut être un reproche, un compliment, un recadrage, rien de tout ça et un peu de tout ça. À vos réponses. On va laisser quelques secondes le temps que tout le monde réponde. Tu as une grosse tendance quand même sur le un peu de tout ça. Hein. Alors, moi, j'ai pas pris part au vote, donc je vois pas le résultat, mais Ah, bah, je te le dis alors, tu as 85%, un peu de tout ça, et 10%, rien de tout ça. Et après, sinon, c'est que 1%. Ok, excellent. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant, justement, de ce que c'est un feedback et de ce que n'est pas un feedback. Alors, premier point, en fait, sur le sujet. Donc, effectivement, on va ce matin lier le feedback à la communication non violente. Mais avant de parler de communication non violente, je voulais revenir en introduction vraiment sur ce qu'était aussi la notion de feedback, parce qu'il y a souvent des malentendus qui amènent derrière à des choses qui, bah, du coup, ressemblent pas tellement à un feedback et qui, du coup, sont mal vécues par ceux qui le reçoivent et même parfois aussi par ceux qui peuvent le donner. Donc, premier point, c'est que moi, je vois souvent le feedback comme voilà, un peu les deux facettes d'une pièce. C'est-à-dire qu'un feedback, si il est bien pratiqué, s'il est pratiqué déjà et bien pratiqué, ben, en fait, il peut faire des petits miracles. Donc, il sera du côté de la force, de la magie blanche. C'est-à-dire que bah, il peut renforcer la confiance qu'on a vis-à-vis de la personne en question. Et surtout, il permet bah, d'être dans une logique d'amélioration continue. Et à l'inverse, s'il n'est soit pas pratiqué, et pire, surtout mal pratiqué, eh bien, en fait, bah, on tombe du côté obscur de la force, c'est-à-dire de la magie noire. Et là, bah, en fait, ça peut être effectivement quelque chose de perçu comme extrêmement violent. Et ça peut être également vécu comme voilà, une certaine injustice. Et du coup, bah, on ressort de ce feedback démotivé, avec qu'une seule envie, c'est de poser sa dème et de partir de cette boîte. Donc, magie blanche, magie noire, d'où l'importance en fait de vraiment réussir à bien maîtriser le sujet pour évidemment tendre vers la magie blanche, parce qu'on va le voir tout au long de cette présentation et de cette masterclass. Le feedback, il est fondamentalement tourné vers la magie blanche. Si on est du côté de magie noire, c'est qu'on a raté un virage, c'est qu'on ne fait pas un feedback, c'est qu'on fait autre chose. On va le voir. Donc, justement, moi, j'aime bien effectivement revenir sur la définition des mots. Bon, feedback, il se trouve que c'est un mot anglais. Ça ne vous a pas échappé. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il s'est imposé dans notre quotidien, notre langage naturel du quotidien dans le monde du travail. Et du coup, pour le définir, je pense que c'est intéressant de revenir ne serait-ce que sur sa traduction littérale. Et c'est vrai que bah, dans feedback, il y a, on va dire, deux mots, le mot feed et le mot back. Feed pour nourrir et back, bah, c'est la notion de retour. Et donc, la traduction littérale du mot feedback serait du coup plutôt bah, nourrir en retour. Donc, ça veut dire, ce qui peut en découler comme définition, c'est celle que je vous ai mise ici, c'est qu'un feedback, bah, c'est faire un retour à quelqu'un, mais dans l'unique but, le principal et enfin l'unique objectif du feedback, c'est vraiment de faire progresser la personne, de la faire grandir, de la faire avancer. Et voilà, et une fois qu'on a dit ça, bah, ça veut dire que tout ce qui ne rentre pas stricto sensu dans cette définition, c'est pas véritablement un feedback, c'est un feedback un peu détourné. Et du coup, qui est du côté de la magie noire, c'est que c'est pas en réalité un vrai feedback. Pour illustrer ça de manière un petit peu plus concrète, le premier point, c'est donc un feedback. J'aime bien souvent aussi définir un mot parce que ce n'est pas. C'est aussi parfois plus simple tout aussi simple à comprendre. C'est qu'un feedback, du coup, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on n'est pas là pour juger la personne, on n'est pas là pour l'évaluer,
où on n'est pas là pour lui reprocher quelque chose. Un reproche, c'est un reproche. Un feedback n'est pas un reproche. Un feedback, c'est un feedback. C'est-à-dire qu'un feedback, on est là pour proposer, suggérer, aider, encore une fois, faire grandir, progresser, nourrir la personne. Donc, si vous êtes dans une évaluation de la personne pour lui dire ce que tu as fait là, c'est pas bien, bah là, vous êtes dans un jugement, vous êtes dans une évaluation, vous êtes dans un reproche. Alors, on le verra tout à l'heure, hein, la communication non violente peut aider à faire aussi des jugements, des évaluations, des reproches, un recadrage, mais c'est pas nécessaire. Enfin, ce n'est pas un feedback. Hein. Le feedback, encore une fois, on est dans la suggestion, on apporte quelque chose à quelqu'un, et après, derrière, on laisse le choix à la personne de faire le tri. Donc, ça m'amène, parce que ce qui découle de ça, c'est que, déjà, premier point, c'est qu'un feedback, j'entends souvent parler de feedback négatif. Or, à partir du moment où un feedback est véritablement un feedback, c'est-à-dire que son seul objectif, c'est de permettre à la personne de progresser, bah, nécessairement, même un feedback pour dire, enfin, pour proposer à quelqu'un de s'améliorer sur un sujet, on n'est pas dans le négatif, on est dans le correctif. Donc, il y a des feedbacks positifs et il y a des feedbacks correctifs, mais jamais de feedback négatif. Sinon, c'est qu'un feedback négatif, c'est juste, tu as été nul à la dernière réunion. Ça, c'est pas un feedback négatif. Ça, c'est un reproche. C'est fait pour plus rabaisser la personne qu'autre chose. On est dans la magie noire. Le feedback, il est nécessairement positif ou correctif, magie blanche. Donc ça, je pense que c'était important. Ce qui en découle aussi du coup de tout ça, c'est qu'un feedback, ce que j'ai mis ici, c'est qu'il n'est pas imposé, mais il est libre. C'est-à-dire que on n'est pas là quand on fait un feedback à quelqu'un pour imposer sa vision des choses. On n'est pas là pour dire ce que tu as fait, c'est nul, tu aurais dû faire ça parce que j'ai raison et c'est pas autrement. Là, encore une fois, on serait plus dans une sorte de relation plus sur un point de recadrage et pas nécessairement dans un feedback. C'est-à-dire qu'un feedback, il est là pour, encore une fois, faire grandir l'autre, le faire progresser. Donc, pour rappel, donc, feed, c'est nourrir. Donc, on est là pour lui apporter de la matière. Et donc, c'est à la personne qui reçoit le feedback de faire le tri de ce que vous lui dites. Il y a peut-être des choses qui vont effectivement faire tilt, et puis peut-être des choses pas du tout. Et c'est la liberté de la personne de prendre ou non tout ou partie du feedback. Et souvent d'ailleurs, on en reparlera aussi, mais on le digère, c'est-à-dire qu'un feedback, on vous fait un retour avec des pistes d'amélioration. C'est pas sur le coup que vous vous dites ah ouais c'est super, etc. Il faut un certain temps. La nuit porte conseil, c'est souvent quelques heures ou quelques jours plus tard où on se dit ouais quand même en fait sur le coup je n'étais pas forcément d'accord, mais ce qu'il ou elle a dit, ben ouais il y a quelque chose quoi. Donc voilà, donc ça je pense que c'est vraiment important à avoir en tête. Et du coup, je trouve que ça permet aussi de dégonfler la pression qu'on peut avoir quand on parle de feedback. Ou souvent, quand on parle de feedback, c'est j'ai pas bien fait un truc, c'est mal, je dois m'améliorer, c'est nul, je suis nul, etc. Ou là, qu'est-ce qu'il va me dire, mon Dieu. Et puis du coup, je vais sortir la tête baissée de mon point, complètement, je me sentirais, j'aurais perdu 20 points de confiance en moi. Et finalement, quand on dit ça, quand on dit que c'est fait pour progresser uniquement, ça doit être l'unique objectif, que c'est pas imposer mes livres, c'est-à-dire que en fait, tu en fais ce que tu veux de mon feedback. C'est le retour que je te fais pour t'aider, t'améliorer. Je prends ce temps-là de le faire. Mais je trouve que ça fait beaucoup baisser la pression autour du feedback quand on sait que on peut prendre ou pas et que c'est pas quelque chose qu'on impose à l'autre. Sinon, c'est qu'on est encore une fois dans l'injonction, c'est qu'on est dans l'ordre. Il faut que tu fasses ça. Voilà, ça c'est pas un feedback. Un feedback, c'est tiens, dans telle situation, tu aurais pu faire ça et peut-être que tu aurais obtenu de meilleurs résultats. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, je laisse ça là, je te laisse prendre ou ne pas prendre. Du coup, ce qui découle aussi de ça, c'est que, ben, en fait, ça veut dire qu'un feedback, c'est surtout pas réservé uniquement au manager, mais c'est vraiment l'affaire de tous. On parlera dans un instant de comment déployer et insuffler une culture du feedback au sein des organisations. Mais il faut vraiment avoir en tête que le feedback, c'est pas un outil du manager. Alors, si, c'est un outil du manager, mais pas que du manager. Voilà, vous travaillez avec un freelance, vous pouvez lui faire du feedback. Le freelance aussi doit et peut vous faire du feedback. Vous pouvez faire du feedback avec votre propre manager, à vos collègues, même dans la vie perso, à votre boulanger si vous le souhaitez. Moi, souvent, ce que je fais quand je dîne à un restaurant et que je trouve un plat vraiment génial, bah, j'essaie, je me débrouille pour passer une tête en cuisine ou pour faire passer le mot au serveur. Et où voilà, bah, je fais un feedback, c'est surtout pas réservé à des situations managériales. Et alors c'est vrai que quand on parle feedback et communication non violente, je vais parler essentiellement dans cette masterclass de feedback correctif. Évidemment, le feedback positif est essentiel, mais là, pareil, je fais juste une petite parenthèse. Le feedback positif, c'est pas un compliment, tout comme le feedback correctif, ce n'est pas un reproche. Le feedback positif, c'est pas un compliment. Quand je vais voir le chef pour lui dire que voilà, c'était super bon,
bon, en fait, c'est plus un compliment qu'autre chose. Alors, les compliments, c'est important, ça fait plaisir, etc. Mais c'est un vrai feedback serait plutôt, je vais voir le chef et je lui dis, voilà, moi j'ai adoré votre poisson, j'ai trouvé qu'il était hyper bien cuit. Et puis cette sauce, je sais pas, ça m'a rappelé un voyage que j'ai fait en Inde dernièrement, donc ça m'a vachement touché. Voilà, là vous êtes dans le feedback. Pourquoi? Parce que vous dites que ça vous a plu, et surtout vous dites pourquoi est-ce que ça vous a plu. Ça, c'était une petite parenthèse sur les feedbacks positifs, mais aussi pour illustrer que le feedback doit être partout, tout le temps. Et si vous faites attention à votre entourage, en fait, que ce soit professionnel ou personnel, on est très peu en fait à faire des feedbacks. Et donc, rien qu'en le faisant une fois de temps en temps, vous verrez que vous sortirez du lot. Un autre point qui est important sur le feedback, alors c'est plutôt du bon sens, vous l'avez sans doute déjà en tête, mais parfois en entreprise, le bon sens, dans l'énervement, dans le feu de l'action, il peut être un peu oublié. Donc un feedback, c'est jamais public, mais c'est toujours privé. Donc quand je dis privé ou public, c'est vraiment le public qui commence à partir de une personne. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une seule personne à côté de vous, à côté de la personne à laquelle vous souhaitez faire un feedback, ça y est, vous êtes en public. Donc vraiment attendre d'être en tête à tête. Donc éviter aussi, je sais pas, la machine à café, s'il y a d'autres tables autour. Voilà, vraiment soyez sûr que personne ne puisse réellement entendre parce que ça pourrait mettre très mal à l'aise la personne qui recevrait ce feedback et du coup elle ne serait pas en bonne disposition pour le faire. Donc vraiment en privé, en tête à tête. Je fais une parenthèse aussi en disant qu'un feedback notamment correctif, idéalement il se fait à l'oral et pas à l'écrit parce que l'écrit est toujours plus violent que l'oral. Et donc, une mauvaise ponctuation, un 3 petits points, un point d'exclamation, en fait, ça peut être interprété de manière pas toujours terrible. Donc, moi, je vous recommande, dans la mesure du possible, de le faire à l'oral et si possible en présentiel, même si on peut faire des feedbacks évidemment au téléphone ou en visio. Mais c'est vrai que dans la notion de feedback, comme c'est un sujet parfois un peu touchy, en fait, le non-verbal joue beaucoup. Le sourire, la posture, le regard, voilà, vous savez, dans la communication, ça joue un rôle bien plus important que les mots. Et donc, dans ces moments un peu particuliers, surtout au début, quand la culture du feedback n'est pas encore trop dans les organisations, c'est quelque chose qui est important. Ludovic, Oui, bien sûr. on, on a déjà des premières questions qui arrivent, donc je me permets de te couper. Il y a Ophélie qui nous demande, est-ce que justement le feedback positif, il est forcément privé? Non, effectivement, pour le coup, le feedback positif, il peut être public. Après, moi, je recommande quand même, dans l'absolu, de le faire en privé. En public, pourquoi pas. Après, il faut sentir le contexte parce que selon aussi la culture de la boîte, l'ambiance de l'équipe, ça peut générer parfois des jalousies. Donc, il faut faire des frustrations. Donc, il faut faire attention. Donc, je privilégierais plutôt le privé. Le public, il peut démultiplier l'effet, c'est clair. Faire un feedback positif à l'écrit aussi, ça évidemment, ça se fait parce que en plus, ça renforce le message, ça reste, les écrits restent. Donc, on peut retourner voir ce message dès qu'on a un petit coup de bambou, donc ça fait du bien. Et puis, mettre des gens en copie, aussi, pareil, ça démultiplie encore une fois l'effet du feedback. Mais voilà, il faut bien doser. Mais effectivement, un feedback positif peut se faire en public, parfois, jamais un feedback correctif. Ok, merci. Donc voilà pour ce qui est de ce point. Et ensuite, c'est qu'un feedback, en tout cas, le fait de faire des feedbacks ne doit pas être un événement ponctuel. Ce n'est pas un one-shot qu'on fait, je ne sais pas moi, une fois par an dans le cadre de l'entretien annuel, mais ça se fait de manière plutôt continue. Si je reprends l'exemple du restaurant, c'est vrai que je sais pas, justement, si le poisson au contraire était mal cuit, c'est pas au moment de l'addition que je le dis au serveur, c'est au moment où je constate que le poisson est mal cuit, parce que sinon, si c'est au moment de l'addition ou au moment de partir, malheureusement le serveur il pourra plus rien faire. En plus, ça ressemblera presque à peut-être une méthode pour avoir une ristourne sur l'addition, je sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment au fil de l'eau qu'il faut le faire, parce que si vous attendez la fin de l'année pour sortir vos 10 feedbacks, en fait, ce sera mal vécu parce qu'en fait, ça risque d'être bombardé et ça sera assez compliqué. Et quand je dis ponctuel aussi, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'un feedback, quand il est correctif et positif d'ailleurs, c'est la même chose, il doit être fait idéalement peu de temps après l'événement ou le comportement ou l'action sur lequel ou laquelle porte le feedback. C'est-à-dire que voilà, si vous faites 6 mois après un feedback sur une réunion qui a eu lieu donc
il y a aussi longtemps, la puissance de votre feedback sera assez limitée, la personne n'aura plus trop en tête le sujet. Donc, idéalement, c'est quelques heures ou quelques jours, mais voilà, faut éviter d'aller au-delà parce que sinon, ce sera beaucoup moins pertinent. Je reviens sur les feedbacks actifs, Ludovic, tu aurais des exemples? Parce que c'est vrai qu'on tombe souvent dans le compliment, je trouve. Oui, C'est en aussi fait, une question de mode, qui, nous pose cette question. ouais, alors si je prends un exemple, je sais pas, quelqu'un qui effectivement qui fait une présentation en réunion. Après, si après la réunion, vous lui dites, «C'était super ta présentation», bon, là, vous êtes plutôt dans le compliment. En revanche, dire: «Franchement, ta présentation, elle était super», parce que, déjà, tu as hyper bien rythmé ta prise de parole, c'était participatif, tu avais super bien préparé, c'était bien timé, tes slides, elles étaient claires, elles étaient, super digestes, tu avais un ton, convaincant, tu étais dynamique. Bon, voilà, là, vous êtes plus dans le compliment, vous êtes dans le feedback, puisque vous nourrissez la réflexion de l'autre. Si vous êtes juste dans le compliment, vous êtes plutôt dans le back que dans le feed, ou en tout cas, vous êtes dans Mmh. un feed vraiment léger, parce que certes, ça donne un signal positif de ce qui s'est passé, mais vous ne permettez pas à la personne de réellement progresser parce qu'elle ne sait Mmh. pas exactement quels éléments vous avez appréciés. Parce que si ça se trouve, la personne, elle gesticulait comme ça pendant toute sa prise de parole, et ça, vous n'y avez pas fait attention et ça ne vous a pas dérangé, mais peut-être que pour d'autres, c'était hyper négatif, mais tout le reste était très positif. Et donc, si vous dites, elle était super ta présentation, la personne, Mmh. voilà, elle n'aura pas ce petit défaut en tête et donc Mmh. elle ne va pas forcément progresser, quoi. Donc, c'est vraiment Ouais, et ça la comme dis différence entre un compliment et ou un reproche, c'est qu'on prend le temps d'expliquer surtout pourquoi et on donne des idées et des pistes pour soit continuer et amplifier ce qu'on a fait de bien pour un feedback positif, soit de corriger des idées d'amélioration et mmh, de mmh. correction pour un feedback correctif. Et comme dit Sébastien, être factuel pour que finalement des comportements observables soient, poursuivis, intensifiés, répliqués, quoi. C'est vraiment l'idée. Ouais, exactement. Ça, on reviendra sur la partie effectivement sur la méthode concrète pour comment faire un feedback, notamment basé sur la communication non violente, où effectivement le côté factuel des choses est essentiel. On n'est pas dans l'interprétation, dans le jugement, dans l'évaluation. On est Mmh. surtout dans le côté factuel et dans des idées pour faire progresser l'autre. Du coup, pour finir aussi sur les notions de feedback, bon, ça c'est plus un clin d'œil, mais c'est vrai que le feedback, donc c'est un mot anglais et c'est un mot non pas dénombrable, mais indénombrable. Ça veut dire que feedback ne prend jamais de S, même au pluriel. Et c'est vrai que dans nos écrits, et moi, pour tout vous dire, j'ai découvert ça il y a une semaine. J'ai toujours écrit des feedbacks avec un S. Et en fait, voilà, si jamais vous êtes amené à écrire le mot feedback au pluriel dans vos emails, par exemple, ou sur la messagerie interne, Slack ou autre, jamais de S. Voilà, c'est juste pour le clin d'œil. Alors, autre point aussi que je voulais aborder dans cette grosse intro un peu charpentée sur le feedback, c'est de faire attention à ce que j'ai appelé ici le shit burger. Dans Dream Team, je l'appelle le shit sandwich dans la littérature anglo-saxonne ou française. Il peut prendre aussi d'autres dénominations. Et en gros, le concept qu'il y a derrière, et je vois encore trop souvent de managers qui ont l'impression de faire des feedbacks en utilisant cette méthode-là, c'est en fait, en général, c'est comme on n'est pas à l'aise pour faire un vrai feedback direct, franc, courageux, et parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile à faire, il faut le reconnaître. En fait, on enrobe tout ça dans des commentaires un peu positifs et justement, souvent, on tombe un peu du coup dans le compliment et dans le reproche et pas dans le feedback. Donc, on va commencer par faire un petit commentaire positif parce que comme on ne sait pas trop comment aborder l'élément un peu plus mitigé. Du coup, on ne sera pas très à l'aise, donc on va sans doute hésiter. Hop, on va balancer notre commentaire négatif ou notre feedback correctif. Et puis, on ne sait pas trop comment s'en sortir et comment conclure. Et du coup, on ressort par une pirouette, par un commentaire positif. Donc, si je donne un exemple, je reprends l'exemple là, que je donnais tout à l'heure sur la présentation, c'est voilà, super ta presse, hein, franchement, tu as trop géré. Bon, en revanche, tes slides, franchement, beaucoup trop chargés. Hein. Oh là là, franchement, pas très lisible toujours. Mais franchement, super. Hein. Franchement, top, bravo. Alors, en fait, et il y en a beaucoup des comme ça. Voilà. Et en fait, ça, c'est un effet dévastateur pour plein de raisons. Parce que déjà, en général, on vous voit arriver. Moi, j'en ai déjà vécu en tant que Je crois collaborateur. qu'on en a tous vécu. Voilà, je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous. Et c'est vrai que déjà, quand la personne elle dit, voilà, c'était vraiment super, mais, et c'est vrai que dans un feedback, le mais, il tue tout, en fait, parce que, en fait, vous noyez le message, c'est-à-dire que vous cumulez un feedback a priori positif, mais qui est souvent d'ailleurs plus de l'ordre du compliment, avec un reproche. Et donc, en fait, ça brouille complètement le message. Quand on fait un feedback positif,
on fait un feedback positif, point. On ne fait pas autre chose. Quand on fait un feedback correctif, on fait un feedback correctif et pas autre chose. Alors, dans une même discussion, on peut faire les deux, voilà, mais il faut les enchaîner. Il ne faut pas les entremêler comme ce qu'on voit sur cette image. Donc, vraiment avoir en tête voilà, le burger, le sandwich, etc. On laisse ça ailleurs pour le déjeuner. Voilà, un feedback, c'est surtout pas ça, quoi. Voilà, ça me paraissait important aussi de le rappeler. Alors, je vous propose maintenant de parler, de prendre un petit peu de hauteur pour parler de la culture du feedback. Et je crois d'ailleurs, Grégoire, qu'on a un petit sondage sur le sujet. Ouais, alors je vais vous publier un sondage et pendant que vous répondez, je vais prendre la question de Majda. Donc déjà, le sondage, je vous l'envoie, c'est diriez-vous que la culture du feedback est ancrée dans la culture de votre entreprise? À vos votes. Et Ludovic, pendant que tout le monde vote, Majda nous demande, bien que le feedback correctif soit fait en présentiel, on l'a bien compris, est-ce pertinent de transmettre ensuite un écrit traçant les objectifs ou les améliorations fixées? Oui, oui, tout à fait. Alors, disons que là, de ce que je comprends dans la question, alors je vois que 84%, pour le coup, j'ai voté, donc je vois les résultats. Oui, on a plutôt une culture du feedback, enfin, c'est pas le cas. Dans près de 80% des organisations, ça baisse un petit peu, mais on reste quand même très largement en faveur d'une non-culture du feedback. En fait, oui, oui, bien sûr, c'est notamment, et là, de ce que je comprends de la question, en fait, on est dans un rapport, là, pour le coup, manager-collaborateur, on est dans un feedback où effectivement, il y a des axes d'amélioration. Et on n'est pas dans le recadrage, mais je veux dire, on commence à être à la frontière de ce serait bien quand même, en tant que manager, je te dis ça, que tu mettes ça en pratique et je te propose qu'on le pilote. Donc là, on est dans un feedback plus, plus, plus. Et effectivement, dans cette logique-là, évidemment, c'est bien de le faire à l'oral, mais derrière, de tracer par écrit les axes d'amélioration pour pouvoir piloter la progression du collaborateur, ça c'est clair. Bien Oui, sûr. mais finalement, si un collaborateur nous fait aussi un feedback en tant que manager, pourquoi est-ce qu'on on le retracerait pas de la même manière et on ne le suivrait pas? C'est Bien aussi sûr, possible finalement. bien sûr, bien sûr, et c'est un peu lié au sujet de la culture du feedback. C'est vrai que quand je disais que c'est l'affaire de tous, le feedback, en fait, et ça veut dire que potentiellement sont suivis aussi. Alors, disons que dans l'absolu, encore une fois, un feedback est libre et pas imposé. C'est Mm. pas une injonction, tu dois faire ça. Et c'est pour ça que quand on tombe là-dedans, entre manager et collaborateur, là, on est un peu plus dans du recadrage. Et quand un collaborateur veut faire un feedback à un collègue, donc il n'y a pas de lien hiérarchique, mais du coup, on est plus dans l'ordre aussi là, de l'injonction, d'un espèce de recadrage. Là, on n'est pas dans un recadrage parce qu'on n'a pas de lien hiérarchique, on est plus dans de l'ordre du conflit. Et la communication non violente peut nous aider aussi à cela. On n'est pas tellement dans le feedback. Mais si on est vraiment dans un feedback qu'on veut suivre derrière, effectivement, le fait de l'écrire, c'est bien. Et tu as raison, ça peut être miroir, c'est-à-dire qu'un manager, notamment s'il veut insuffler cette culture du feedback, il peut aussi se prêter au jeu de dire, et on parlera à la toute fin de la masterclass de comment recevoir un feedback, et effectivement faire un suivi à la personne, qui peut être plus ou moins formalisé. C'est quelque chose d'essentiel, et dans un monde idéal, oui, qu'on ferait à chaque fois. Mm. Après, le temps, malheureusement, est souvent nous grignote, et c'est pas toujours évident de prendre le temps de suivre un feedback. Mais dans un monde idéal, oui, effectivement. Top, merci. Alors, résultat du sondage, donc on a 62% des répondants qui disent qu'il n'y a pas trop de culture ou pas du tout de culture d'entreprise et 38% oui. Voilà. Ok, donc effectivement, une majorité presque écrasante, on peut dire, pour le non. Ce qui ne m'étonne pas, parce que moi, c'est ce que je constate, et je crois que c'est ce que vous constatez aussi dans vos accompagnements chez Together. Du coup, là, l'idée, c'est de vous donner un certain nombre de pistes que vous pouvez mettre en place. D'ailleurs, si vous êtes manager d'une équipe, vous pouvez mettre ces conseils-là en pratique à l'échelle de votre équipe. Si vous êtes plutôt décideur RH, par exemple, là, ce sera plutôt à l'échelle de l'organisation que vous pouvez commencer à mettre en pratique telle ou telle piste. Donc, le premier, c'est encore une fois, faire ce qu'on vient de faire ensemble, c'est-à-dire définir collectivement la notion de feedback, parce que beaucoup dans la tête des gens, un feedback, c'est un reproche. Or, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, quand on revient collectivement sur cette notion, quand on la partage, quand on lève beaucoup de freins et beaucoup de peur autour de ce mot, et on ne tremble plus quand on l'entend. Le deuxième point, c'est vrai, c'est de sensibiliser ou former les équipes, que ce soit manager ou collaborateur, parce qu'encore une fois, on le verra, il y a des méthodes qui existent pour faire un bon feedback, notamment correctif. Le feedback positif, il est toujours plus facile à faire. Le feedback correctif, il est un peu plus évidemment challengeant.
Donc, ça demande un peu plus de méthode, de pratique, de maîtrise pour être toujours dans cette histoire de magie blanche et non pas de la magie noire. La troisième piste, c'est de le ritualiser. Quand je dis le ritualiser, c'est pourquoi pas d'écrire une sorte de charte du feedback. Voilà, une petite charte où on réexplique quel est l'objectif, à quoi ça sert, le pourquoi d'un feedback et comment le faire. Et puis également, pourquoi pas donner le cadre, rappeler que ça devrait se faire en privé. Pourquoi pas même donner un nom à la démarche, parce que tout de suite, c'est vrai que quand on donne un nom au sein de l'entreprise, bah, tout de suite, je sais pas, ça démystifie aussi le truc et ça permet de s'en emparer beaucoup plus facilement. La quatrième piste, c'est de mettre des objectifs quantitatifs. Il y a pas mal de boîtes que j'ai vu faire qui, pour commencer à instaurer cette culture du feedback, ont commencé par le faire en mettant des objectifs à leur équipe. Alors, ça peut paraître un peu scolaire, mais parfois, c'est pas mal pour mettre le pied à l'étrier aux uns aux autres. Donc là, je vous ai mis un rituel par mois. C'est un exemple que j'ai vu faire où c'est une boîte qui a mis ça en place par binôme, donc par personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble, parce que c'est plus facile au début pour se faire des feedbacks correctifs pertinents. L'idée, c'est qu'une fois par mois, ils créent des binômes et pendant une demi-heure, ils se font des feedbacks croisés, des feedbacks correctifs. Et comme ça, ça ancre de manière rituelle, de façon ritualisée dans les agendas des uns et des autres. Et pourquoi pas comme objectif quantitatif, soit dire, voilà, chacun doit faire 4 feedbacks correctifs ou positifs dans le mois, et on se fait le bilan dans un mois pour voir un peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu le truc. Ou ça peut être ces rituels en miroir par binôme, ces feedbacks croisés. Cinquième piste, c'est l'intégrer carrément aux valeurs. Il y a des boîtes qui vont jusque-là, et c'est vrai que rien de mieux pour instaurer, pour développer la culture d'un sujet, de l'intégrer aux valeurs, parce que ça veut dire que vraiment, ça fait partie des piliers de la culture de la boîte. Et donc, ça veut dire que, dès le processus de recrutement, dès même d'ailleurs l'annonce pour un nouveau job, pour intégrer un nouveau collaborateur, on vous parle de cette notion de feedback. Dès les entretiens de recrutement, on en parle, on échange, on peut même vous mettre en situation pour voir, enfin, en tout cas, évaluer votre capacité à recevoir ou donner du feedback, ou en tout cas à partager cette valeur-là. Dans l'onboarding, l'accueil des nouveaux collaborateurs aussi, boum, on vous met tout de suite dans le bain par exemple une première formation ou des premiers ateliers. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui est repris régulièrement. Et en chapeau, cette sixième piste, en faire un vrai levier stratégique d'amélioration continue, ce qui revient concrètement à reprendre les différents points et à faire en sorte aussi que ce soit porté notamment par la direction générale, le comité de direction, les fondateurs, les fondatrices de la boîte selon l'histoire de l'organisation d'entreprise, mais que ce soit vraiment aussi un sujet qui soit valorisé. Et rien de mieux, évidemment, que la direction générale qui prend la parole en régulièrement rappelant pourquoi faire des feedbacks, c'est génial, et de se prêter évidemment aussi au jeu au quotidien de le faire. Il n'y a rien de mieux pour en faire un vrai pan stratégique et important de l'entreprise en termes d'amélioration continue. Ludovic, Oui. tu parlais de rituels, toi qui as baroudé dans pas mal d'entreprises, est-ce que tu as des exemples de rituels ou de naming, de choses que tu as vues, que tu souhaiterais partager avec la communauté Up Together et qui fonctionnaient bien et que nos membres pourraient mettre en place dès demain? Ouais, alors j'ai vu des choses, par exemple, c'est ce qu'ils appellent le feedback secret pour le coup. Donc c'est parce que c'est vrai qu'au début, notamment quand la culture du feedback n'est pas encore là, comme première étape, comme premier sas, ça peut être intéressant. Donc ça peut être en digital ou en physique, c'est une sorte de boîte aux lettres présente physiquement dans l'entreprise, et on peut glisser des feedbacks à un tel ou un tel. Donc sur un post-it, on écrit un feedback à quelqu'un sur un sujet. En Mais général, tu donnes ton nom quand même, c'est pas anonyme. oui, tu donnes ton nom. Ah oui, ok. Ouais, non, tu mets ton nom. Et du coup, ça permet, tiens, on pense à un truc, on voit quelque chose, et comme on passe devant cette boîte tous les jours, on y repense régulièrement. Donc ça, je trouve la démarche plutôt intéressante. C'est ce que je vous disais sur ces rituels, ils peuvent être collectifs, c'est-à-dire en fait, il y en a certains qui font des feedbacks collectifs équipe par équipe, c'est-à-dire qu'une équipe va faire un feedback à une autre équipe, qui soit Ok. positif ou correctif. Ça, c'est aussi des choses qui sont assez intéressantes, et il en ressort des Ah, c'est choses. intéressant ça. Ok, Ouais. un feedback au niveau d'un collectif à un autre collectif. Ah, Ouais. c'est Et ça, intéressant. c'est hyper intéressant, notamment quand il y a, parce que souvent, les équipes ont du mal à se parler, se comprennent pas. Je sais pas si je prends l'éternel débat ou combat entre le marketing et le commercial. Voilà, les commerciaux, c'est les gros bourrins. Je caricature, hein. Mais je l'ai beaucoup entendu.
et le marketing, ils comprennent rien au terrain, aux vrais besoins des clients. Bah voilà, mais ça peut être assez intéressant parce que du coup, l'idée, c'est surtout de générer des dialogues assez constructifs par la suite. Voilà. Et après, sur le nom, je sais pas, il y en a qui peuvent l'appeler retour vers le futur. On va se faire un retour vers le futur. Il y en a, et ça, je t'en avais parlé sur le sujet des conflits. Dès qu'il y a des petites tensions, des petits conflits, on laisse pas pourrir la situation. Et ils appellent ça jouer au démineur. Donc, c'est vrai que tout de suite, ça démystifie le truc. Et tiens, il y a quelqu'un qui vient voir, tiens, viens, on va se faire un démineur. Et là, tout de suite, la personne, elle a déjà un début de sourire. Et puis, hop, on va à la machine à café ou dans une salle de réunion et on démine la situation Mmh. ensemble. Mmh. Donc, voilà. C'est vrai que c'est tout bête, mais donner un nom, ça, comme tu dis, ça démystifie tout de suite la chose, quoi. Exactement, ça l'incarne, puis ça Mmh. permet d'en parler beaucoup plus facilement, quoi. C'est assez magique. Du Merci. coup, je t'en prie, je vous propose du coup d'avancer et sur le sujet qui revient très souvent pour le coup dans la bouche des managers, c'est en fait, moi j'ai mon équipe et je n'ai jamais de feedback de la part de mes équipes, pourtant je leur en demande. Et d'ailleurs, je crois aussi qu'on a un sondage là-dessus, Grégoire, pour savoir quel pourcentage d'entre vous ont déjà ou reçoivent régulièrement des feedbacks de la part de leurs collaborateurs, de leurs membres de leur équipe. Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet qui revient très très souvent sur la table et qui est assez frustrant pour le manager qui est très souvent voilà, qui a très envie d'avoir des retours de la part de son équipe, mais qui, lorsqu'il lui en demande, n'en ont pas, ou alors très très peu. Attends, je vous l'envoie. Ça marche. Et du coup, le temps que le sondage se lance, c'est effectivement le grand classique pour un manager qui veut recevoir du feedback, c'est quand il est en point en tête-à-tête avec le membre de son équipe, c'est de lui dire frontalement, c'est vrai que c'est le réflexe, moi je l'ai déjà fait, c'est le réflexe classique, c'est est-ce que tu as des feedbacks à me faire? Est-ce que tu as des retours à me faire? Est-ce que tu as des choses à me dire pour m'améliorer? Et là, en fait, malheureusement, très souvent, en fait, non, j'ai rien, ou alors là, ça me vient pas, je sais pas, je vais y réfléchir. Et en fait, même après coup, il n'y a pas grand-chose qui vient. Et du coup, l'idée, c'est qu'on voit ensemble comment remédier justement à ce sujet-là, qui est encore une fois assez frustrant. Alors, Alors, on a des retours. Alors, je pense qu'on est au-dessus de la moyenne, mais ça fait plaisir parce qu'il y a pas mal de managers together dans la salle, donc c'est chouette. 68% de oui quand même. Avez-vous déjà reçu des feedbacks? Donc ça, c'est chouette. génial. Bon, bravo, parce que vous êtes effectivement au-dessus de la moyenne, en tout cas de moi, de ce que je peux constater de l'Institut Ludovic Girardon. Et en général, c'est vrai que les deux principales raisons pour lesquelles on a du mal à avoir des feedbacks, le premier, c'est ce que j'ai appelé ici le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas quoi dire. On est pris un peu de court. Notre manager qui nous demande ça, voilà, il est 9h30. Et en fait, il y a tellement de sujets possibles que je ne sais pas par où prendre le truc. Si je reprends un peu une image gastronomique, je ne sais pas si vous n'êtes pas du tout habitué à faire la cuisine et que ce soir, vous avez des copains qui viennent à dîner, vous recevez 6 personnes et on vous demande, tiens, qu'est-ce que tu vas cuisiner ce soir? Et là, en fait, du coup, on se sent complètement paumé, on ne sait pas par quel bout prendre le truc, du poisson, de la viande, à la vapeur, la poêle, le truc, le machin, je ne sais pas. Alors qu'en revanche, on en parlera dans un instant, mais si je vous donne un cahier de recettes avec 10 idées recettes, là tout de suite c'est beaucoup plus facile pour vous projeter et de vous dire tiens, ok, là je vais faire le dos de cabillaud avec les pommes grenailles et je me sens beaucoup moins perdu pour répondre à cette question. La deuxième raison pour laquelle en général on n'a pas de feedback, c'est parfois c'est ce que j'appelle ici le mythe du Superman, c'est-à-dire le fait que le manager, historiquement en tout cas dans notre culture française, le manager c'est celui qui c'est le leader charismatique qui doit en tout cas dire aux autres quoi faire, comment faire. Donc voilà, il est parfait, il se trompe jamais. Voilà, donc c'est évidemment ce mythe-là qu'il faut déconstruire. Et du coup, plus concrètement, comment faire du coup pour casser ces deux syndromes. Le premier, c'est donc celui de la page blanche, c'est de prémâcher le travail en fait de votre collaborateur. Comme je disais, c'est penser cahier de recettes et lui prémâcher en lui soumettant des recettes. Et là, tout de suite, vous allez voir que ça va lui débloquer pas mal de situations. Et donc, c'est par exemple un collaborateur qui a du mal à vous faire des feedbacks, c'est peut-être lui dire pour notre prochain point qui aura lieu dans 10 jours, je te donne
quelques exemples de sujets et ce que j'aimerais, c'est que tu te penches dessus et puis tu me dises un peu ce que tu en penses. Là, je vous ai mis quelques idées. Si vous me laissez 10 minutes avec un papier, je peux vous en trouver 50 ou 70 des idées de questions. L'idée, c'est pas de soumettre 70 questions à votre collaborateur, sinon il va se retrouver à nouveau paumé et il ne saura pas par où commencer, mais vous commencez par 4-5 axes. Alors, il n'est pas nécessairement obligé de se prononcer sur les 5, mais il choisit. Et l'idée, c'est qu'il vous fasse des retours, qui soient des feedbacks positifs ou correctifs. Donc ça, c'est une bonne première étape. En général, ça fonctionne assez bien. Parce qu'encore une fois, c'est très précis, c'est très concret, c'est assez cadré. Et du coup, ça vous permet mécaniquement d'avoir des feedbacks en plus sur des sujets qui vous paraissent peut-être essentiels pour vous. Donc ça, c'est pour le syndrome de la page blanche. Et ensuite, pour le mythe du Superman, alors là, on est moins dans le côté tips actionnable tout de suite, parce que c'est plus un sujet de posture générale. C'est au quotidien de faire preuve d'humilité, d'expliquer en collectif ou en individuel que ouais, en fait, on est humain ou voilà, on est manager, mais aussi on est imparfait, qu'on peut faire des erreurs, on a des forces évidemment, mais on sait qu'on a des sujets d'amélioration qu'on nous a déjà remontés, sur lesquels on travaille, mais sur lesquels on a besoin collectivement aussi d'être aidé, de savoir s'excuser au quotidien quand c'est nécessaire, quand on estime que c'est nécessaire vis-à-vis d'un collaborateur de le faire. Les excuses, c'est pas que dans un sens. De reconnaître qu'on peut avoir tort, qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on n'est pas un manager omniscient. Ça, c'est vraiment le manager des années 80-90, début des années 2000, où l'équipe est au service de son manager et c'est le manager le grand Manitou. Ça, c'est terminé. Et c'est ce qui explique que culturellement, le feedback n'est pas encore complètement rentré dans notre culture française. Oui, c'est ce que partage Aline dans le chat, et merci Aline de ce partage. On peut avoir confiance en de nombreuses capacités de son manager, mais pas forcément celle d'accepter de se remettre en cause. Et c'est vrai que c'est quand même un vrai sujet qu'on a, nous, en tant que manager ou avec nos N+1, c'est cette capacité de se remettre en cause. Et c'est vrai que le feedback, c'est bien beau, mais s'il n'est pas reçu et mis après en pratique, il peut rester lettre morte. Ça peut presque être pire, puisqu'on fait un feedback en tant que collaborateur et finalement, s'il n'est pas reçu, qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui, ça c'est sûr que c'est un sujet à double sens. Et à partir du moment où on veut développer la culture du feedback, il faut aussi être exemplaire en tant que manager et donc à la fois en donner et puis aussi quand on en reçoit, l'accueillir, et on en parlera à la fin de quelle posture adopter quand on reçoit un feedback. Mais c'est évidemment essentiel parce que sinon il y a de la friture sur la ligne et ça ne pourra pas fonctionner. Donc voilà un peu pour ces grands sujets autour du feedback. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on mixe communication non violente et feedback. La communication non violente, qui est un sujet auquel vous avez déjà peut-être été confronté, peut-être que vous êtes un expert du sujet ou une experte, peut-être que ça vous parle de très très loin. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur la communication non violente, parce que ça pourrait faire l'objet d'une masterclass entière, mais c'est vraiment l'idée de mixer ce qu'on appelle la CNV, donc communication non violente, avec les feedbacks. Parce que les notions de communication non violente qu'on va aborder maintenant, en soi, elles sont limitées au cadre du feedback, parce que la communication non violente peut aller beaucoup plus loin, peut servir à beaucoup plus de choses. Si je reviens un peu sur les bases, un peu l'origine en tout cas de la communication non violente, il faut avoir en tête que ce n'est pas un sujet totalement récent, il date des années 70, que c'est un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui s'appelait d'ailleurs, parce qu'en fait il est décédé il y a quelques années, en 2015. Et je vous ai mis ici son livre de référence que je vous invite à lire si jamais vous ne l'avez pas lu. Donc, Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, donc Initiation à la communication non violente, qui est un bouquin très actionnable et très, très clair et très concret. Donc, si je résume en fait la communication non violente en quelques mots, c'est on va dire un processus d'échange ou un processus de communication qui vise à être bienveillant avec soi-même, à mieux s'écouter, pour au final mieux se connecter aux autres. Et c'est une sorte de méthode qui en fait tend vers on va dire l'analyse de ses sentiments, de ses besoins, pour encore une fois mieux entrer en communication avec les autres, mieux communiquer avec eux de manière plus vraie, plus empathique, plus authentique et surtout aussi plus responsable. C'est une méthode qui permet de beaucoup plus responsabiliser l'autre. On le verra aussi au travers d'exemples. Donc voilà un peu pour ce qui est des les grands éléments, l'origine en tout cas de la CNV. Donc encore une fois, je vous invite à lire ce livre si jamais vous souhaitez creuser. Et encore une fois, la communication non violente, ça sert au feedback.
Ça sert aussi quand on fait un vrai entretien de recadrage pur et dur, et ça sert aussi beaucoup dans la résolution de conflits. Donc là, on va surtout parler en fait de recadrage et de feedback, parce que finalement, la méthode CNV, communication non violente, que j'ai retenue, qui s'applique au feedback, elle s'applique aussi au recadrage. Sur la résolution de conflits, là, pour le coup, elle peut être beaucoup plus étendue et beaucoup plus large. Et c'est pour ça que si vous souhaitez, encore une fois, la résolution de conflits basée sur la CNV pourrait faire l'objet d'une masterclass à part entière. Alors, une fois qu'on a vu l'origine de la CNV, je voulais aussi revenir avec vous sur les bases. En fait, si on mixe CNV et feedback, en fait, il y a, je pense, deux grandes choses à retenir selon moi. La première, c'est que quand on fait un feedback correctif en utilisant la CNV, c'est que en fait, on centre son retour plutôt sur soi ou les autres qui nous entourent, mais surtout pas sur la personne à qui on fait le feedback. Je vous l'ai mis ici, moi, c'est un moyen mémotechnique qui m'accompagne régulièrement, c'est que le tu, c'est-à-dire que forcément, quand on dit tu as fait ci, tu as fait ça, tu, là, tout de suite, on est dans l'incrimination, ça peut être perçu comme une attaque. Donc, on s'éloigne clairement de la communication non violente qui vise justement à déporter le sujet sur, et c'est le deuxième point, non pas qui est l'autre en tant que personne, mais sur ce qu'elle fait. Donc là, je vous ai mis aussi un autre exemple concret, c'est si on dit à quelqu'un tu es pénible, alors déjà là on n'est pas dans le feedback, on est dans le reproche. Pourquoi? Parce qu'on n'aide pas l'autre à progresser, parce qu'on ne lui explique pas pourquoi. Et on n'est pas dans la communication non violente, parce que là on fait une généralité, c'est la personne dans son entièreté qui est pénible, alors qu'un feedback en communication non violente, c'est vraiment telle action qui a été pénible pour moi, pour telle raison. Donc là, on mixe vraiment les deux et on va recreuser ça dans un instant. On est vraiment sur l'action et pas sur la personne. On est plutôt sur moi et pas sur toi, c'est-à-dire, ok, c'est ton action, mais elle a été pénible pour moi et pour telle raison. Et là, on est sur le côté feed, sur le côté progression. Alors, je vous ai mis deux exemples et ça, c'est plus pour juste avant les exemples d'ailleurs, effectivement, je reviens sur justement, si on mixe plus concrètement feedback et CNV, les grands points clés concrets à retenir, c'est que du coup, un bon feedback correctif basé sur la CNV, il est contextualisé. Alors, ce que je vous mets aussi, c'est que dans Dream Team, je dis qu'un feedback flou, c'est un feedback mou. En fait, si vous parlez de généralité, si vous ne parlez pas de la situation très précise, la personne en face de vous, déjà, elle le prendra mal parce que, encore une fois, on est dans le tu es pénible. Tu es pénible, c'est pas du tout contextualisé, c'est très générique. Et la personne, vous ne pourrez pas l'aider à la faire progresser parce qu'elle ne saura pas exactement de quoi vous parlez. Donc, ça doit toujours être contextualisé, c'est-à-dire de quoi on parle, de qui on parle, où ça s'est passé, quand ça s'est passé. Comme ça, la personne, il n'y a pas de débat, elle sait exactement de quoi on parle. Le deuxième point, c'est que ça doit être, on le disait tout à l'heure, ça a été rappelé dans le chat, effectivement, très factuel. On n'est pas sur la personne, on est vraiment sur les faits, sur ce qui s'est passé. Donc, donc, ça doit être potentiellement chiffré, ça doit être vraiment très didactique, très factuel. Le troisième point, c'est que ça doit être actionnable. Encore une fois, sinon on n'est plus dans le feedback, on est dans le reproche. Donc, l'idée, c'est de systématiquement proposer des leviers, des actions d'amélioration pour aider l'autre à potentiellement faire mieux demain. Et enfin, il ne doit surtout pas être inconditionnel. Donc, c'est un peu ce qu'on avait avec le tu es pénible. Tu es pénible, ça veut dire en gros, tu es quelqu'un de pénible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quoi. Donc, il ne faut surtout pas qu'il soit inconditionnel. C'est pour ça qu'il faut éviter dans des feedbacks basés sur la CNV, toujours éviter les jamais, les toujours, t'es le plus comme si, t'es le moins comme ça. Ça, en fait, on n'est surtout pas sur la communication non violente, parce que là, encore une fois, on est plus dans l'attaque de la personne et dans ce qu'elle est comme être humain. Et comme quoi, on sous-entend qu'elle ne pourra jamais changer et que quelle que soit la situation dans laquelle elle est, elle se comportera toujours comme ça. Donc voilà, toujours contextualisé, factuel, actionnable et jamais inconditionnel. Jamais, de toujours. Toujours à bannir. Et Ludovic, avant que tu déroules peut-être Ouais. un peu plus la méthode de la CNV, on a une question de Thibaut parce que je pense qu'on parle beaucoup des émetteurs et peut-être un peu moins des récepteurs, mais c'est normal. C'est qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un ne veut pas de feedback? C'est effectivement une situation qui est un peu complexe. C'est-à-dire qu'une personne qui ne veut pas de feedback, déjà, il faudrait comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, encore une fois, à partir du moment où on dit qu'un feedback, c'est pour progresser, s'améliorer, la seule explication, ce serait que la personne ne souhaite pas s'améliorer
ou ne souhaitent pas progresser. Donc c'est pour ça que je pense qu'en amont, c'est hyper important déjà de redéfinir encore une fois ce qu'est un feedback. Ensuite, bien le faire, parce qu'il y a pas de raison en fait, c'est qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents. C'est-à-dire que c'est soit on s'est planté, on a fait des mauvais feedbacks dans le passé, et donc la personne ne veut plus en entendre parler parce qu'elle sait qu'elle va encore s'en prendre une, et s'en prendre une, c'est pas faire un feedback. Donc je pense qu'en fait, il faut reprendre un peu La finalité de la pourquoi on le finalité. fait et bien leur expliquer et faire preuve de pédagogie, quoi. OK. Exactement. Faire preuve d'humilité, c'est-à-dire de dire, si je t'ai blessé lors de notre dernier échange, c'est que en fait, je me suis pris les pieds dans le tapis parce que mon seul et unique objectif, c'était au contraire de t'apporter des pistes d'amélioration. Et après, encore une fois, si on est vraiment dans du pur feedback, eh ben, la personne, elle est libre de le prendre ou pas. Vous, c'est de votre responsabilité de le faire, mais vous avez uniquement un objectif, on va dire, de moyens et pas nécessairement de résultats. C'est-à-dire que vous avez fait votre job. Et après, si la personne, elle n'est pas encore suffisamment mature, mûre pour prendre le feedback, réfléchir, corriger le tir, tester, etc., ben voilà, là, c'est un accompagnement autre qu'il faudrait peut-être lui apporter pour enlever des blocages. Si vous avez bien expliqué, si vous êtes excusé parce que vous avez fait des mauvais feedbacks dans le passé, si vous utilisez bien la méthode qu'on va voir dans un instant, bon, le travail il est plutôt à faire chez la personne pour creuser son blocage qui est ailleurs, hein, je pense. Yes, merci Ludovic. Donc ensuite, voilà, je vous ai mis deux exemples. Le premier, c'est issu de la série Friends que vous connaissez toutes et tous. Alors évidemment, j'ai pris des exemples un peu caricaturaux que vous ne croiserez a priori jamais dans le monde professionnel, je l'espère pour vous. Donc là, c'est Monica qui dit à Phoebe, célèbre chanteuse, pour ceux qui sont fans de la série, vous savez très bien que effectivement, elle chante très mal, qu'elle n'est pas forcément faite pour avoir une grande carrière de chanteuse. Et c'est voilà, quand tu chantais, on aurait cru que c'était un sac rempli de petits chatons qu'on frappait contre un mur. Donc là, ça peut ressembler à un feedback parce qu'elle fait un retour à Phoebe. Alors bon, on peut se dire que c'est relativement contextualisé parce qu'effectivement, elle dit quand tu chantais, même si c'était pas très précis, elle aurait pu dire parce que là, du coup, on est presque dans l'inconditionnel, on est presque dans à chaque fois que tu chantes. Donc déjà, on n'est pas trop dans le feedback basé sur la CNV. Après, elle est relativement factuelle parce que, en tout cas, disons qu'on peut se projeter de l'image qu'elle met. Je pense qu'on l'a tous en tête. On voit bien les petits chatons en train de se faire frapper contre un mur. Mais évidemment, c'est pas actionnable, par exemple. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas de clé précise pour potentiellement s'améliorer. C'est plus un reproche qu'autre chose. Donc là, on n'est vraiment évidemment pas sur du feedback basé sur la CNV. J'ai pris un autre exemple. Donc le dernier débat Biden-Trump, qui était assez corsé. Et pour le coup, donc voilà, donc là c'est Biden qui disait à Trump, vous êtes le pire président américain qu'on ait jamais eu. Évidemment, là non plus, on n'est pas sur un feedback basé sur la CNV, parce que là, on est dans l'inconditionnel. Vous êtes le pire président. Il n'y a pas c'est pas actionnable. On est sur le tu, alors en l'occurrence le vous. Mais donc voilà, donc là il n'y a rien qui va. Après, évidemment, un débat politique, on n'est pas là pour faire des feedbacks à l'autre, on est plutôt là pour le déstabiliser et convaincre des électeurs. Mais moi, je trouve ça toujours intéressant comme exercice. Et là, en plus, on rentre en période de campagne présidentielle en France. Moi, je vous invite si vous êtes amené à regarder des débats qui vont continuer à arriver sur nos écrans ou à la radio, c'est d'écouter des retours qui sont faits, et notamment qui sont souvent des espèces de feedback déguisés en communication violente, et de vous poser la question, tiens, ce qu'il ou elle vient de dire, comment est-ce que j'aurais pu le tourner en appliquant la méthode qu'on a vue dans la masterclass ou dans les accompagnements d'Up Together. C'est voilà, comment est-ce que je l'aurais tourné pour que ça devienne un vrai feedback et un feedback basé sur les éléments de communication non violente. Sachant qu'en plus, par essence, un débat est nécessairement public. Donc voilà, évidemment, c'est très rare d'avoir des vrais feedbacks basés sur la CNV en débat politique. Alors, Parce que la finalité de tout ça, toi, Ludovic, tu dirais que c'est quoi en fait là? Pourquoi est-ce qu'on fait de la CNV en fait? C'est quoi le but ultime de cette histoire? le pourquoi de la CNV, c'est le même pourquoi du feedback, ça répond à la même mission en fait, c'est de faire progresser l'autre, et pour faire progresser l'autre, il faut que le message soit le mieux entendu possible et que ça réponde à cette mission de permettre à l'autre de progresser. Et parce qu'un feedback, s'il n'est pas forcément basé sur la communication non violente, même s'il a pour but dans notre tête
permettre à l'autre de progresser. Le récepteur, il le captera pas forcément de la bonne manière et du coup, il va se refermer et donc il va pas entendre réellement ce qu'on a à lui dire et donc au final, il ne progressera pas. Donc c'est vraiment un levier qui permet de servir la mission première du feedback. Et en entreprise, c'est quoi? C'est qu'on soit plus performant, c'est qu'on collabore mieux, c'est qu'on soit nous mieux ensemble, tu vois? C'est quoi toi ta vision sur ça? Je te dis pour la finalité vraiment de tout ça. Bah, pour moi, la première finalité, c'est l'amélioration continue, quoi. C'est-à-dire, de permettre à mon voisin d'être meilleur et du coup, bah, voilà, s'il est meilleur demain, moi aussi je serai meilleur parce que ça va mécaniquement, élever le niveau, de l'équipe, donc je vais être tiré vers le haut. Et puis, bah, moi aussi en tant que donneur de feedback, ça va, me forcer à aiguiser mon sens de l'observation et d'analyse des choses et bah, aussi en travaillant le feedback couplé à la CNV, ça va me permettre aussi du coup de mieux maîtriser les bases de la communication non violente et du coup aussi de mieux résoudre un conflit demain, de mieux faire aussi un recadrage et de faire en sorte que mon collaborateur joue un peu plus les règles du jeu de l'organisation. C'est en fait tout ça que permettent de développer les réflexes autour du feedback et de la CNV. Vraiment, la CNV par le prisme du feedback, c'est vraiment un élément, mais je trouve que c'est un premier pas hyper intéressant sur ce vaste monde qu'est la communication non violente et qui, du coup, a des applications qui sont plus larges par ailleurs. Et je trouve aussi que ça renforce vachement la confiance, en fait, et le fait de prendre du temps pour faire un feedback à quelqu'un, alors qu'on sait que le temps, c'est souvent le problème numéro un des managers et puis même plus globalement en entreprise. C'est vrai que c'est quelque chose ça montre à l'autre qu'on fait attention à lui quand c'est bien fait. Et ça renforce la confiance, ça renforce du coup aussi donc la manière de travailler ensemble et il en sort des choses vraiment super intéressantes. Le feedback, c'est ni plus ni moins, je sais pas, c'est quelqu'un qui a la braguette ouverte. Voilà, en fait, normalement, vous remerciez la personne qui vous dit tiens, tu as la braguette ouverte. Et si on veut vraiment que ce soit un feedback, fais gaffe quand tu sors des toilettes. Moi, ce que je fais, c'est que je me regarde toujours dans la glace pour être sûr que j'ai pas une trace ou un truc ou la braguette ouverte. Là, on est vraiment dans le feedback. C'est un peu tiré par les cheveux, mais vous voyez l'idée. Et c'est vrai que la première chose qui doit sortir de la bouche de quelqu'un à qui vous faites un feedback, s'il est bien fait, c'est merci. C'est pas autre chose. Et c'est pour ça que du coup, dans le mot merci, on voit bien que on est vraiment sur le sujet aussi de la collaboration et de la confiance. Merci de l'avoir fait, merci d'avoir pris ce temps. Mmh. La personne, en fait, voilà, on tient aux autres et on fait attention Mmh. aux autres et on fait en sorte qu'ils soient encore mieux Mmh. demain. Ça, c'est très puissant. Et comme disent Corinne et Estelle, bienveillance, confiance, reconnaissance, voilà, c'est un peu des mots-clés effectivement. OK, merci pour cette prise de hauteur. On rentre dans la technique pour la dernière ligne droite de la masterclass. Voilà, exactement. Je voulais quasiment terminer, on va dire, par cette méthode-là. Donc, moi, ce que je vous propose, il y en a d'autres qui existent. Moi, je retiens celle-là. Celle que j'ai retenue dans Dream Team pour les feedbacks, c'est la méthode SCIS. Donc le S, donc c'est une méthode qui permet de structurer son feedback. Donc de quel mot je mets, quel type de phrase je mets, comment j'aborde le sujet de manière très structurée. Alors cette méthode, au début, elle va vous paraître très mécanique et un peu robotique. C'est normal, mais l'idée, c'est moi ce que je vous recommande, c'est cette méthode, c'est d'écrire vos feedbacks en fait avant de les faire. Comme ça vous permet d'être sûr de suivre la méthode, de voir un peu ce que ça donne, de vous rassurer. Puis au fur et à mesure, vous aurez de moins en moins besoin de noter et vous le ferez de manière hyper fluide. Et moi, ce que je vous recommande aussi, c'est avant même de l'utiliser auprès de vos collaborateurs, commencez peut-être par, je vous disais, un restaurant, un serveur sur lequel vous avez envie de lui faire un retour, un feedback correctif peut-être, de vous entraîner un peu comme ça sur des sujets avec moins d'enjeux. Parce que ce qui est vrai, c'est que si vous rentrez dans l'art d'un collaborateur de la mauvaise manière, vous l'avez sans doute peut-être vécu en tant que manager ou en tant que collaborateur, on peut mettre du temps à recoller les morceaux. Donc, si j'en reviens à la méthode SCIS, donc c'est de commencer par, encore une fois, le contexte, donc la situation. On parle des faits, du contexte. Donc là, on est vraiment sur voilà, où c'était, quand ça s'est passé, vraiment voilà, redonner le cadre pour s'assurer que la personne est bien en tête de quoi on parle. Ensuite, on enchaîne et on parle du comportement, donc vraiment de l'attitude, de l'action, du comportement qui vous amène à faire ce feedback. Donc là, on est vraiment sur le comportement et là aussi, on est très factuel. Je vais vous donner un exemple très concret dans un instant.
mais on est vraiment très factuel, on est sur le comportement, on n'est pas sur la personne. On n'est pas sur qui elle est, mais vraiment ce qu'elle a fait. Le I pour impact. Ensuite, l'idée, c'est une fois qu'on a dit, voilà, à telle réunion, voilà ce que tu as fait. Et ensuite, on parle de l'impact qu'a eu le comportement en question. Donc, l'impact soit sur soi-même, sur les autres, voilà, quelles que soient les parties prenantes. Et ça peut être un client, ça peut être un prospect en rendez-vous, voilà, ça peut être un freelance. En général, évidemment, c'est plutôt sur des personnes. Et enfin, on finit par le S, qui est donc le côté actionnable et le côté faire progresser l'autre. On ne le met pas dans un cul-de-sac. On ne met pas, c'est pour ça que Rosenberg parle de porte ou de fenêtre ou de mur. On ne le met pas face à un mur, on le met face à une fenêtre ou plusieurs fenêtres. Et après, c'est à lui d'ouvrir celle qui l'intéresse le plus. Donc, situation, comportement, impact, solution. Donc, SCIS. Et si je prends un exemple concret, donc là, c'est un manager ou même un collègue qui fait un retour à une personne dans l'entreprise sur une présentation qu'elle a faite au comité de direction dernièrement. Donc, on commence par poser le cadre, donc la situation. On pose la situation, donc c'est quand tu as fait ta présentation lundi dernier au comité de direction, tu avais un créneau de 15 minutes qui t'avait été attribué. Donc là, voilà, on pose le quand, le où, avec qui, etc. Ensuite, on passe au comportement en question qu'on souhaite souligner. Ta présentation, et là vous voyez, je suis très factuel dans mon retour, c'est-à-dire que je lui dis pas juste ta présentation était trop longue, je suis très précis, je suis très factuel, je lui dis en fait ta présentation elle faisait plus de 30 slides et tu as plutôt tenu 20 minutes que 15. Et ensuite, on s'arrête pas là, sur l'impact qu'a pu avoir ce comportement ou cette action ou ces attitudes. En fait, tu as dû le sentir aussi d'ailleurs, ça a agacé le directeur général ou la directrice générale, parce que le planning du comité ce jour-là était très chargé, au point même, tu as vu, il t'a coupé, et c'est dommage parce que c'est vrai que le comité, finalement, il a été du coup moins convaincu par le projet que tu présentais que ce qu'il aurait pu être, parce que tu n'as pas pu aller au bout de ta présentation. Donc là, on est sur l'impact. Et enfin, on ouvre des fenêtres via des solutions. Moi, je sais que quand j'ai un timing très précis à tenir, déjà, je me base sur une slide égale 2 minutes. Donc là, déjà, c'est vrai que si tu avais 30 slides, là, déjà, tu étais parti, non pas même pour 20 minutes, mais plutôt une demi-heure ou une heure si tu étais allé jusqu'au bout de tes slides. Et puis, moi, c'est vrai que je m'entraîne avec un chrono. Je le fais le test au moins 2 fois, comme ça, c'est significatif. Donc voilà, je te donne des pistes de solutions. Est-ce que tu as déjà tenté? Et du coup, ça génère une discussion aussi assez intéressante. Et la personne peut soit creuser la situation, le comportement ou l'impact, ou éventuellement la solution. Donc voilà, situation, comportement, impact, solution. Alors, pour le feedback positif, c'est la même chose, sauf que vous pouvez éventuellement retirer la solution, puisque a priori, ce qu'il a fait, c'était super. Donc, vous posez le cadre avec la situation, vous décrivez le comportement, l'action ou l'attitude que vous souhaitez souligner positivement, et aussi vous décrivez, parce que ça a d'autant plus de puissance, l'impact qu'a eu. Voilà. Donc, si je reprends l'exemple du restaurant, c'est voilà, moi j'ai pris tel poisson, j'ai commandé tel plat. Donc ça, c'est, on va dire, la situation. Le comportement, dans le cadre de la cuisine, sera plutôt la manière dont a été cuisiné le poisson, sa sauce, etc. Et voilà, et j'ai trouvé ça fabuleux parce que ça m'a ramené en enfance, parce que ça m'a fait voyager, ça m'a rappelé mon voyage en Inde du mois dernier. Voilà, j'ai jamais goûté pour le coup, sur du feedback positif, on peut aller dans le jamais et dans le toujours. J'ai jamais goûté un poisson aussi bon. Bref, voilà. Et là, on est vraiment dans le feedback. En reprenant cette méthode SCI, parce que c'est plus facile de faire des feedbacks positifs. Donc moi, je vous invite à commencer par vous entraîner sur cette méthode, en gommant peut-être la solution et en commençant par en commençant par le S, le C et le I, plutôt pour du positif. Et comme ça voilà, c'est comme un muscle, ça deviendra un réflexe. Et donc, pour le faire sur un feedback correctif, ce sera plus simple. Et Ludovic, sur cet exemple, on a Nicolas et plusieurs personnes qui ont agi, qui ont du mal, ou en tout cas ce que tu pourrais expliquer, c'est comment coupler C pour comportement et le tu, parce qu'on va forcément parler de ce que la personne fait ou Bien a sûr, fait. bien sûr. Non, mais quand je dis le tutu, effectivement, c'est que le tu ne peut pas être banni d'un feedback en CNV parce que la langue française fait que, on est obligé de parler quand même de la personne. Et en fait, pour parler de son action, mais c'est pas tu, par exemple, sur la présentation, c'est pas tu sais pas gérer tes timings. Là, on est plus dans le tutu, c'est-à-dire que on incrimine la personne, en fait. Et on n'est pas sur son comportement. Et puis, on contextualise pas tellement. Mais dire, voilà,
à telle réunion, telle présentation. Voilà ce qui s'est passé. C'est vrai que tu avais peut-être trop de slides, en tout cas, tu en avais une trentaine. Parce que déjà, trop de slides, vous êtes dans l'évaluation, dans le jugement. Donc, tu avais une trentaine de slides, tu as plutôt tenu 20 minutes. Évidemment, on est obligé d'utiliser le tu, mais Oui. celui-là ne tue pas parce qu'il n'est pas sûr. Tu as mal fait ci, tu as mal fait ça, tu sais pas te C'est le porter ton tu qui personnifie, c'est le tu de la Voilà. personne et pas le tu du comportement. C'est Ouais, ce que tu dis. exactement. OK. Exactement. Ça veut dire qu'il faut, dans la méthode SCIS, je vous donne au défi effectivement de ne pas utiliser le tu ou le vous. Si vous voyez la personne, c'est impossible. Mais en revanche, c'est pas le tu au sens personne, c'est effectivement Mmh. tu as fait ceci Mmh. et non pas On tu es. on a aussi un super retour d'Hélène qui nous dit: «En tant que manager, est-ce qu'il vaut mieux pas inciter le collaborateur à réfléchir à la solution plutôt que la proposer d'emblée?» Ouais, tout à fait. Ça dépend effectivement du contexte. C'est souvent plus simple, notamment quand on n'a pas l'habitude de faire des feedbacks ou d'en recevoir. Encore une fois, de pré-mâcher le travail et de commencer d'ores et déjà à donner des premières pistes de solutions parce que voilà, ça ouvre le débat et c'est moins sec quoi, pour la personne, c'est moins difficile. Mais après, vous avez raison, c'est encore mieux de dire voilà, selon toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour demain réussir si tu as 15 minutes. Parce que c'est vraiment ça le concept du feedback. C'est dans une situation donnée, si tu te retrouves demain dans la même situation, qu'est-ce que tu pourrais faire pour être encore meilleur? C'est vraiment ça l'idée. Donc c'est vraiment, si demain tu te retrouvais à faire la même chose, qu'est-ce que tu proposerais? Donc vous avez complètement raison. C'est encore mieux. Et je trouve ça plus chouette, enfin plus facile en tout cas, de suggérer des pistes au début, notamment quand c'est un collaborateur aussi peut-être un petit peu plus jeune. Voilà, ça dépend un petit peu du profil. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours finir par le S solution, qu'on Mmh. soumette des idées, des pistes ou non, ou si on le Mmh. laisse libre, c'est-à-dire qu'est-ce que tu Mmh. aurais pu faire, qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois. Mmh. Alors, pour les managers qui sont dans la communauté Up Together, sachez que vous aurez un atelier dédié, sur la communication non violente où vous vous entraînerez avec votre coach et votre groupe à la pratiquer, hein. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, ça arrive. Excellent. Et du coup, sauf si tu veux qu'on prenne une question, on peut conclure très rapidement par comment recevoir un feedback en quelques mots, sachant qu'on a déjà abordé quelques pistes. Mais si demain, vous êtes amené à vous-même recevoir un feedback, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en gros, voilà, il faut vraiment être dans une logique d'ouverture, même si ça peut être challengeant, secouant, on peut le trouver potentiellement injuste. Surtout si le feedback est mal fait ou si c'est pas vraiment un feedback. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que je vous recommande, c'est d'être dans une posture d'ouverture, de surtout pas chercher à vous justifier, de jamais interrompre la personne qui vous fait un feedback, vous la laissez aller jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment hyper important. Et au point hyper important, c'est d'écouter, du coup, si vous ne l'interrompez pas, mais écouter pour comprendre et surtout pas pour répondre. Et c'est vrai qu'en entreprise ou dans un échange quel qu'il soit, on a plutôt souvent tendance à écouter pour soit se défendre ou ne serait-ce que pour répondre à la personne. Et on est plus dans notre petite tête, notre petite musique interne, notre petite voix qui nous dit bah, attends, tu vas répondre ci, tu vas répondre ça. Et donc, forcément, on n'est plus vraiment en pure connexion avec l'autre. Vraiment écouter pour comprendre et non pour répondre. Et pour être sûr aussi d'avoir bien compris, parce que parfois un feedback il est un peu maladroit, c'est pas très clair, pas très précis. N'hésitez pas à questionner ou à reformuler pour être sûr de bien comprendre ce dont la personne parle et pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un feedback mal fait où du coup il y a un Mmh. malentendu qui vient s'insérer. Donc, on est là à rajouter du malentendu à une situation qui n'est pas toujours très confortable. Donc là, en général, c'est pas très efficace. Je vous parlais du merci, effectivement. Première chose à dire quand quelqu'un vous fait un feedback, voilà, c'est remercier la personne d'avoir pris le temps de vous faire ce retour et de pas nécessairement réagir à chaud. Si vous le sentez, vous pouvez le faire, mais le principe du feedback, c'est que on prend, on digère, on garde. C'est un peu comme un cadeau qu'on vous offre à Noël, un pull qu'on vous offre à Noël. Ben, vous remerciez, vous souriez, mais peut-être que vous n'allez jamais le mettre, ce pull, parce que vous le trouvez horrible. Mais bon, c'est pas la bonne taille. Mais bon, voilà. En tout cas, vous allez remercier la personne pour le geste. Et après, ce sera à vous de voir dans un second temps ce que vous souhaitez en faire. C'est vraiment ça, cette idée de réfléchir à un plan d'action à froid. Et là, on boucle sur ce qu'on disait tout à l'heure, Grégoire, sur idéalement, c'est effectivement de suivre le feedback, de faire une sorte de reverse feedback si on reste dans les mots anglo-saxons, et c'est de prendre le temps, une fois qu'on a digéré ça, de faire un retour à l'autre pour lui dire, bah tiens, tu avais raison, tu vois, j'ai réfléchi au truc, sur le coup, je n'étais pas convaincu, mais tu as raison, je me suis entraîné, je me suis chronométré, et en fait, ouais, ça fonctionne ton truc. Donc merci de l'avoir fait et ça marche.
On en revient sur une question du début et qui est réapparue là en fin de masterclass, c'est comment savoir si son feedback a fonctionné et finalement est-ce qu'il faut le suivre? On en revient à la question de Majda sur est-ce qu'il faut l'écrire quelque part, se dire rendez-vous dans 2 mois? Est-ce que ça, tu as des conseils ou des bonnes pratiques que tu aurais vues? Oui, bah, c'est ce qu'on disait. Si on est plus sur un feedback manager-collaborateur, sur un point où on se rapproche un peu, pas d'un recadrage, mais en tout cas d'une chose qui est importante, on estime en tant que manager que c'est important que le collaborateur bah, mette en place telle action. Dans ce cas-là, effectivement, l'idée, c'est de le noter, de le suivre. Et alors là, on en revient, pour faire une masterclass entière sur le sujet des 1 à 1, des points en tête à tête, des rendez-vous individuels qu'on a avec ses équipes. Bah, c'est évidemment aussi de suivre ça pour que bah, un mois plus tard, on puisse faire le point en se disant bah, tiens, au fait, on avait parlé de ça la dernière fois. Est-ce que tu as refait une presse depuis et comment ça s'est passé ou pas? Évidemment, ça, je pense que c'est parce que, encore une fois, être dans l'amélioration continue, c'est tout seul, c'est pas évident. C'est-à-dire que rares sont les personnes qui arrivent à. Bah, c'est pour ça que vos formats, typiquement chez Up Together, l'accompagnement sont super. C'est que on n'est pas juste là avec un cours vidéo à regarder et puis après à se débrouiller tout seul. Non, c'est que derrière, bah, il y a un suivi, un accompagnement et c'est ça qui fonctionne. C'est pour ça que laisser juste la personne avec son petit cadeau et lui dire bon bah bonne chance, bon courage avec ça, ben c'est un nouveau cadeau que vous lui faites en lui proposant de suivre ça dans le temps et de faire le point ensemble, parce que ça force la personne aussi à se dire ah tiens oui c'est vrai, j'ai pas pris le temps de le faire, donc ça remet le sujet sur le haut de sur le sommet de la pile des sujets, et donc on se dit bah tiens, ça remplit cette mission de faire progresser l'autre. Après, si au bout d'un moment la personne n'applique pas ou ne veut pas, là on est sur autre chose, on est effectivement sur du recadrage et sur quelque chose qui ne fonctionne pas, donc il faut comprendre les moteurs et les freins et comprendre pourquoi est-ce que ça bloque, mais ça c'est encore un autre sujet. Génial. Merci beaucoup Ludovic. On arrive à la fin de cette masterclass. Merci d'avoir tenu le timing. Je vous publie un dernier sondage pour ceux qui souhaitent recevoir une invitation pour la prochaine masterclass du mois de novembre, qui est autour de comment j'engage mes équipes. N'hésitez pas à répondre oui, on vous refera un mail dédié. Et Ludovic, une dernière question pour conclure. Si tu devais donner un seul et unique conseil, alors soit aux décideurs RH, parce qu'il y en a beaucoup dans l'assemblée, soit aux managers, pour commencer à faire des feedbacks, ce serait quoi le premier conseil que tu leur donnerais euh, à l'une ou l'autre de ces populations? Et c'est peut-être le même. Ce serait ouais, c'est le même, je pense. Mais parce que quand on est décideur RH, souvent on est manager. Et de toute façon, encore une fois, le feedback est l'affaire de tous et de toutes. Mais du coup, l'idée, c'est de commencer par simple, c'est-à-dire de commencer par des feedbacks positifs et Ok, pas rester dans le compliment, mais aller un cran plus loin pour bah, justement qu'il y ait le S, le C, le I soient bien présents. De commencer par ça, parce que, encore une fois, faut toujours commencer par un truc un peu simple avant de complexifier le sujet. Donc, commencez par, voilà, dès demain ou dès là, tout de suite, maintenant, quelqu'un de votre entourage, de votre univers professionnel ou personnel, voilà, quel qu'il soit, de commencer un peu à tester la méthode par un feedback positif, parce que c'est évidemment beaucoup plus facile qu'un feedback correctif. génial, merci beaucoup. Et vous verrez que la CNV, souvent, quand on y goûte, effectivement, vie pro et vie perso, c'est utile dans toutes les sphères. Un grand merci Ludovic, c'était vraiment top, une masterclass à la fois très pratico-pratique et à la fois qui nous permet de comprendre pourquoi il faut faire ces feedbacks et pourquoi c'est clé. Merci Là, beaucoup. tu viens de me faire un vrai feedback, tu vois, parce que tu m'as expliqué pourquoi est-ce que tu avais trouvé ça bien. Tu n'es pas Et resté dans le sans compliment. sans le Donc, bien joué, vouloir. bien joué, Grégoire. Mais j'ai fait une faute dans le S de feedback dans ma masterclass, donc voilà, ça, tapez sur les doigts. On vous envoie comme d'habitude, le replay de la masterclass pour ceux qui n'ont pas pu suivre jusqu'au bout. Un petit digest avec toutes les infos aussi sur le LinkedIn de Ludovic. Si vous voulez le téléphone portable de Ludovic pour lui parler de feedback ou d'autres choses, ou son email, évidemment, vous nous le demandez. On vous le partage avec grand plaisir. Et je vous invite vraiment à lire Dream Team, un super ouvrage, et une très belle journée à vous toutes et à vous tous. À très vite. Merci, Ciao. Grégoire. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.